La dette sera annulée pour des raisons, je dirais, de nécessité intrinsèque. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est la façon dont on parle de la dette. C'est-à-dire l'espèce de moralité répressive, bêlante, tout entière tournée contre les emprunteurs. Vous voyez, il y a cette idée que... À savoir les États. Les États, les citoyens, les Français, les Grecs, tous coupables. Par les Allemands qui sont hyper sérieux, ils sont tout à fait endettés aussi, mais il y a une sorte de cette idée que le coupable pour la dette, c'est l'emprunteur. Mais en fait, c'est juste pas vrai. Je veux dire, c'est simplement, quand on étudie dans l'histoire ce qu'est la dette publique, je veux dire, les riches adorent la dette publique. Je veux dire, c'était déjà dans le 18 Brumaire de Marx, la dette publique est un truc formidable pour les riches. Je veux dire, l'un des problèmes de l'économie internationale, je veux dire, ces dernières décennies, c'est que l'ouverture aux échanges, la liberté absolue des échanges, presque absolue ou exagérée des échanges internationaux, a produit une sorte de montée phénoménale des inégalités, un tassement des revenus chez les gens pauvres, d'où la nécessité d'endettement d'ailleurs qui est fabriquée par ce système, mais surtout a créé un terrible problème pour les riches, car les riches, on ne le dira jamais assez, les riches ont leurs problèmes, et leur problème c'est que faire de cet argent dont ils n'ont pas besoin. Donc vous êtes riche, vous avez de l'argent, et donc vous êtes pris entre deux frayeurs, la frayeur de le perdre, et la frayeur de ne pas en gagner plus. C'est terrible. Vous voulez dire que c'est eux qui ont prêté aux États? Mais c'est-à-dire qu'en fait, les riches ont besoin de prêter. Les banques ont besoin de prêter. Les banques, c'est un faux-nez pour les riches. Hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de machins dont on parle partout, les agences de notation, les États, Bruxelles, les banques. En fait, tout ça est contrôlé maintenant pour une sorte d'hyperclasse, d'oligarchie. C'est les riches. On est revenu sur ces voyages, on revient dans le passé. Je veux dire, il y a des riches qui ont trop d'argent, il y a un besoin de prêter, et il faut bien voir que le gonflement des dettes publiques est quelque chose qui a répondu à une attente. Alors, je n'oublie pas les petits épargnants. Je veux dire, il n'y a pas de problème, mais justement, je veux dire, dans le système actuel, les petits épargnants sont un peu les otages, ou comme les clients des banques. J'avais vu Lordon sur votre plateau faire une description tout à fait saisissante de la façon dont les banques tenaient les États en otage parce qu'elles gèrent les transactions des gens ordinaires. Mais c'est un problème tout à fait général. Et donc, la vérité... Mais regardez vos postes de télévision. Je veux dire, il y a des publicités qui incitent à emprunter. Les gens, les riches, les banques ont besoin de prêter, poussent à prêter. Voilà. Et donc, je veux dire, les États, en fait, se sont mis, je veux dire, dans l'ambiance générale de délire ultralibéral, dans des situations budgétaires difficiles, en baissant les impôts des riches. Ça a été expliqué assez bien par François Chenet, autre économiste. Je veux dire, on baisse les impôts des riches, on leur recrée, je veux dire, un surcroît d'argent, on crée des problèmes financiers aux États et on met les riches en situation de prêter à ces États. Oui, c'est une sorte de mécanisme délirant. Donc, non, c'est actuellement... Je ne sais pas si pour les gens qui nous gouvernent, on doit parler d'incompétence ou de folie collective. Les deux. Oui, bon, on peut tomber d'accord là-dessus. Pourquoi n'avez-vous pas voulu y aller? Parce que, je veux dire, voir ces gouvernants... de les inspirer. Voir ces gouvernants s'acharner dans ces politiques d'austérité. Je ne dis pas que dans les conditions actuelles du libre-échange, on peut faire de la relance. Je veux dire, on ne peut pas faire de relance sans protectionnisme maintenant. Mais voir ces types, je veux dire, croire qu'ils font quelque chose en comprimant le budget de l'État, en supprimant des profs, en bousillant les infrastructures matérielles et intellectuelles, je veux dire, on se dit, mais est-ce que ces types sont simplement stupides ou si on n'est pas dans quelque chose qui contient un élément de folie collective. Et alors là où je termine, ensuite je vais vraiment terminer. Parce que moi je vous aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Voilà, très bien, c'est très bien, si on est soutenu, voilà. Non, et alors, vrai, il faudrait m'inviter pratiquement chaque semaine. C'est un peu mon statut ici, je m'en conviens. Mais comment dire, le truc qui m'inquiète le plus actuellement... n'en rajoutez pas. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. Bon, je termine et puis ensuite je laisse tout le monde parler, ça sera plus simple. Donc, je me ridiculise jusqu'au bout. Non, c'est bien. Merci. Et donc c'est qu'il y a cette espèce d'attitude d'austérité qui fabrique mécaniquement une crise, qui va augmenter la dette alors qu'on dit qu'on essaye de résoudre le problème de la dette. Et tout d'un coup, le modèle de tout le monde, c'est-à-dire le pays qu'il faut imiter,
c'est l'Allemagne. Vous avez énervé Laurent Wauquiez. Voilà. Et l'Allemagne, c'est pas grave. Et là où je suis inquiet, non pas du tout comme économiste amateur, mais comme historien professionnel. Je veux dire, l'Allemagne est un pays qui a de grandes qualités, sur lequel j'ai travaillé et auquel on doit beaucoup sur le plan du développement, mais l'histoire ne nous a pas dit que l'Allemagne était un pays raisonnable. Je veux dire, c'est un pays dont le génie particulier est de s'enferrer dans des erreurs et dans une obstination irrationnelle. Donc peut-être que l'Allemagne, dont on nous dit actuellement qu'elle est une sorte de modèle rationnel, est le symptôme de notre folie.